Nevers, une petite ville bourgeoise, en plein cœur de la Bourgogne. C'est dans ce pavillon que vit la famille Marguerite. Eva Eva est la cadette de cette famille. Elle est ce qu'on appelle une autiste sévère. Maintenant, on va manger, d'accord? Ouais. On essaye de s'asseoir? Mais si, ma fille, mais si. Allez, oh. On va pas manger. Maintenant, Eva, allez, on éteint la musique, tu passes à table. Allez, viens. Viens. Tous les midis, le même rituel. Réussir pour Muriel et André, ses parents, à la faire s'asseoir à table pour prendre son On déjeuner. essaye, on va faire un essai. Kelly, sa grande sœur, n'est pas de trop pour les aider. Assis. Tu t'assois? Ok, maintenant on enlève tout ça. Toute la famille est mobilisée. Et c'est souvent très compliqué. Allez, hein? Allez, on va manger maintenant. Eva, Eva, et top, top, top. Eva, sage, Eva. Bon, ben ça va pas être facile. Donc, quand Eva veut pas manger à table, j'ai qu'une seule solution. Après, c'est la faire manger dans sa chambre. Eva a tout juste 18 ans. Elle ne parle pas et ne s'exprime que par des petits cris. Allez, on va Elle est manger, incapable de se laver ou de manger seule. Voilà. Elle arrive pourtant à se faire comprendre d'un simple petit geste. D'accord. Ah, ça veut dire que j'en veux encore, vous voyez? André est le seul à réussir à la faire manger paisiblement. Regarde, papa. Oui. D'habitude. Hop. Ah oui. Eh, regarde, papa. C'est papa que tu regardes. D'habitude, tu regardes. Eva, ma quenette, nous, on peut manger maintenant? Oh, oh. Eh, oh, oh. Tu fais un bisou à moi? T'as bien mangé? Hein? Une fois qu'Eva a pris son déjeuner, la famille peut enfin se mettre à table. Si on ne fait pas manger Eva avant, c'est pas possible d'être à table avec Eva. C'est pas possible. Voilà. Et là, encore, il faut surveiller Eva. Voilà. Qu'est-ce qu'elle veut, Eva? Des repas qui se déroulent rarement, en toute sérénité. Ah oui. Il y a toujours un stress pour vous? Il y a toujours un stress parce que là, vous avez vu Eva passer en 2 secondes. Il peut y avoir un tout petit truc qui va changer le comportement d'Eva. Exemple, elle a envie de remettre le couvercle sur la casserole. Si elle n'a pas pu le mettre, ça va tout chambouler. Ce midi-là, Eva est restée assise et a laissé ses parents déjeuner tranquillement. Mais ce n'est pas toujours le cas. Eva, te mords pas, ça sert à rien. Ce qu'il redoute le plus, ce sont ces moments de crise dans lesquels se met Eva. Des crises violentes, qui peuvent surgir à n'importe quel instant, dès lors qu'Eva subit une frustration qu'elle n'arrive pas à exprimer. En témoigne cette vidéo prise il y a quelques mois par la famille. La jeune fille peut devenir extrêmement violente, s'en prendre à elle-même ou aux autres. D'accord? Là, le sol, il va faire mal, hein, si tu mords. Des enfants pas comme les autres. Des enfants avant tout. Ils sont autistes, trisomiques ou souffrent d'une maladie génétique. En France, 670 000 enfants sont porteurs d'un handicap mental. Chaque année, il naît près de 8 000 enfants qui ne pourront jamais être totalement autonomes. Comment les prendre en charge ? Vivre avec un enfant handicapé, pour bien des familles, c'est une souffrance. Pourtant, beaucoup n'ont pas d'autre choix. En France, on manque cruellement de places en instituts spécialisés. Et pour ceux qui en trouvent une, le cauchemar n'est pas terminé. Notre enquête nous a fait découvrir le pire. Des enfants attachés, des enfants drogués, neuroleptiques, des enfants que l'on frappe, que l'on insulte, que l'on humilie, sans qu'ils puissent se plaindre. Ils sont enfermés dans de vieux châteaux transformés en instituts. Derrière ces murs, aucune caméra n'a jamais pénétré. Pour la première fois, nous allons vous montrer comment certains instituts traitent ces enfants handicapés. Lavés en groupe, garçons et filles mélangés,
sans aucune intimité, ou enfermés toute la journée dans des cages de verre. Ça se passe en France aujourd'hui. Révélation sur le calvaire que vivent ces enfants handicapés. Retour en Bourgogne avec la famille d'Eva. La veste, la veste. Aujourd'hui, un enfant sur 100 développe à la naissance un syndrome autistique comme Eva. Ça va. Pour les parents de ces enfants, chaque instant du quotidien nécessite une organisation et une attention particulière. Un quotidien souvent très compliqué à gérer. Le système que j'ai mis pour Eva, hop, on se met au milieu. Ça, c'est un système maison. Et après, je lui mets quand même sa ceinture. Mais au moins, avec la première, elle ne peut pas enlever si elle enlève le premier. Voilà. Pour les Allez, sorties, on va prendre André une a autre bricolé dans son taxi un système de sécurité pour éviter qu'Eva les mette en danger en perturbant sa conduite. En ce moment, c'est la famille d'Eva qui s'occupe d'elle 24 heures sur 24. Elle est heureuse. Voilà, ben ça va. Tant qu'elle a le sourire, c'est que c'est bien. C'est pas tout le temps le cas. Régulièrement, ils viennent se promener autour du lac. Une sortie en famille qu'Eva apprécie, Un petit tour, la la la. mais que les parents d'Eva ne font pas à n'importe quel moment. Lorsqu'il y a du monde, on fait demi-tour, on évite d'y aller parce que Eva n'a pas tout le temps des comportements que tout le monde accepte, on va dire. On a peur de temps en temps, quand il y a des enfants de bas âge, par exemple, on a peur de la réaction d'Eva parce que Eva peut très bien avoir envie d'aller chipper le bonbon d'une petite qui se promène tranquillement. Donc pour éviter ça, on préfère faire demi-tour et n'embêter personne. Au départ, la promenade se passe bien. Qu'est-ce que tu veux ? Maman, Mais soudain, on se promène Eva là-bas un s'agite. petit peu. Non, elle veut les bonbons. Je sais ce qu'elle veut. Eva, elle veut les bonbons. Les bonbons sont dans la poche. Quand Eva n'a pas ce qu'elle veut, elle est frustrée et devient agressive. Difficile à contrôler. Allez, tape. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Non. En toutes circonstances, André tente de rester calme et d'apaiser sa fille. Eva, arrête, parce que sinon... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Allez. Mais André s'est trompé. Ce ne sont pas les bonbons qui provoquent l'agitation d'Eva, mais un bruit de tronçonneuse. Eva l'a déjà perçu et s'agite de plus en plus. C'est le bruit, j'avais pas compris. Qu'est-ce qui l'a fait réagir là? Le tronçonneuse. Le bruit de la tronçonneuse? Oui. Ça, elle ne le supporte pas et c'est pour ça qu'elle veut faire demi-tour. Je sais pas ce que ça fait dans la tête. Hein? Non, 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 on s'en fiche. Hein? La tronçonneuse. Pour une autiste comme Eva, le moindre détail du quotidien peut être perçu comme une agression. Ce jour-là, à cause du bruit d'une tronçonneuse, la promenade va tourner court. Toute la vie de la famille Marguerite s'organise autour d'Eva. Ses parents, mais aussi son frère, Guillaume, et sa sœur, Kelly, ne la quittent jamais des yeux. Une vie qui, depuis des années, tourne au huis clos. Vous savez, quand vous avez un enfant comme Eva, comme on dit, on n'est plus invité, on est évité. Oh, ça nous a coupé de beaucoup de monde, et même la famille proche. C'est vrai qu'on est plus invité. On est capable de ne pas voir des gens de la famille très très proches pendant 4-5 mois. Ils ne viennent pas à la maison parce qu'ils ont peur qu'Eva les morde. Tout simplement. Un entourage qui s'est coupé d'eux à cause de cette maladie qui peut rendre la jeune fille dangereuse. La vie d'Eva et de sa famille est rythmée par ces crises de violence. Alors, pour éviter que la jeune fille n'endommage la maison et surtout qu'elle ne se blesse, André a tout réaménagé. Là, vers la porte du couloir, avant, c'était des portes
c'était du verre. Maintenant, j'ai mis du plexiglas parce que Eva arrive à casser le verre à coups de poignet quand elle piquait des crises. Et on s'est fait peur 1 ou 2 fois parce qu'elle en a cassé et elle s'est entaillée la main. Et depuis, j'ai mis du plexi. Elle tape, ça fait du bruit, mais une chose qui est sûre, c'est que ça ne casse pas et elle ne risque pas de se blesser. On voit ici, par exemple, ça c'est un dernier coup de tête qu'Eva a mis. La seule solution pour arrêter tout ça, ça a été d'habiller tout ce qui était à la hauteur d'Eva avec un contreplaqué. Du contreplaqué dans le salon, mais aussi dans le couloir ou dans la chambre d'Eva. Donc là, on pénètre dans la chambre d'Eva. On ne peut pas mettre de décoration à Eva parce que elle les arrache. Une décoration minimaliste et des attaches métalliques pour empêcher le lit de bouger pendant qu'Eva fait une crise. Eva demande une attention de chaque instant. Sa mère, Muriel, a dû se résoudre à quitter son poste de secrétaire. C'était il y a 18 ans. Depuis, elle s'occupe d'Eva 24 heures sur 24. Le père d'Eva, lui, est chauffeur de taxi et s'absente souvent. Alors pour pouvoir souffler, la famille a cherché un soutien, une place pour Eva dans un institut spécialisé. Seulement voilà, à chaque demande, un refus. En fait, les réponses sont toujours les mêmes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous pouvez nous dire quelques... L'établissement fonctionnant déjà en sureffectif, il n'est pas envisageable de prévoir une nouvelle admission. J'accuse réception de votre demande de séjour pour Eva. Cependant, j'ai le regret de vous informer qu'Eva n'est pas prioritaire. En effet, nous avons obligation de recentrer nos inscriptions sur la région centre. Une quinzaine de réponses et c'est toujours la même chose. Les arguments sont toujours les mêmes pour refuser de prendre en charge Eva. Manque de place. Notre établissement fonctionnant déjà en sureffectif, il n'est pas envisageable de prévoir une nouvelle admission. Problème de structure. N'ayant pas d'internat, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir votre fille. Handicap trop lourd à prendre en charge pour l'Institut. Mademoiselle Marguerite présente une intolérance avérée à la vie en collectivité. Bref, 15 réponses négatives, de quoi décourager les parents d'Eva. On abandonnerait facilement les recherches, je pense. Parce que bon, non. On espère toujours une réponse positive et quand ça arrive, malheureusement, voilà. On prend notre mal en patience quand même, on est très patient, mais bon, entendre toujours la même chose, c'est pénible. C'est très pénible. Faute de place dans une institution, les parents d'Eva ont dû se résoudre à faire appel à un cabinet de psychologues spécialisé dans l'autisme. Tu viens, Eva? On va travailler? Tu prends ton classeur, Eva? Voilà, c'est bien, super. Bah dis donc, tu vas en courant même. C'est bien. Rachel vient 3 matinées par semaine faire travailler Eva. C'est bien, Eva. Très bien. Après, Eva. L'un après l'autre. Eva. La prestation coûte 1 200 € par mois. Elle est prise en charge par la sécurité sociale. Allez, vas-y. Ce matin, Marion, psychologue elle aussi, supervise son travail et les progrès d'Eva. Super. Elles utilisent de nouvelles méthodes pour faire progresser l'adolescente. Des puzzles simples pour développer motricité et concentration. Génial, Eva, c'est bien. Et ce classeur à images qui lui permet pour la première fois de communiquer avec ses parents. Tu veux et jus d'orange, ça y est. Et jus d'orange. Et quoi? Et les clés. Et les clés. Alors les clés, c'est Rachel qui les a. C'est pas maman, Eva. Jus d'orange, et là, c'est les clés. À terme, qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce qu'on peut imaginer qu'elle parlera, par exemple. Peut-être qu'elle pourra dire quelques mots. En tout cas, elle pourra communiquer librement avec son classeur. Ça, c'est un moyen de communication qu'elle pourra utiliser à la fois pour faire des demandes, mais également pour faire des commentaires. Par exemple, je vois ça dehors ou je sens telle chose. Et puis, ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle soit le plus autonome possible. De la toilette le matin, pouvoir prendre son petit déjeuner toute seule, etc. C'est bien, Eva. Super, ça. Super. Doucement, Eva. Allez, La jeune fille fait des progrès, mais 3 matinées par semaine avec Rachel, c'est bien insuffisant pour faire cesser ses crises. Et à ce moment-là, justement, pour une raison inexpliquée, Eva se met dans une colère noire. On se calme, Eva.
se calme. Eva, allez, c'est moi qui l'ai dans ma poche. Vraiment, quand elle est trop agitée, ce qu'on fait, on l'amène dans sa chambre et si vraiment c'est nécessaire, on l'attache. Parce que le problème, c'est qu'elle s'en prend à elle-même, donc elle se cogne la tête contre tout ce qu'il y a, donc contre les meubles, contre la fenêtre, et elle peut s'en prendre également à nous. Donc vraiment, pour l'empêcher de se faire mal et de nous faire mal, on est obligé parfois d'en arriver à l'attacher. Pendant ce temps, Eva est en train de tout casser dans le salon. Elles n'auront pas d'autre choix que d'essayer de l'attacher. Pendant ces crises, sa force est décuplée. Même à 4, elle n'arrive pas à la maîtriser. Allez, Eva, on se calme. On se calme, on souffle, Eva. On souffle, Eva, calme-toi. Eva. Ça sert à rien, là. Eva, allez, on se calme, Eva. tu t'allonges. T'entends? On se calme. Ça Eva. suffit. Eva, allez. Eva. Tu te calmes. La crise va durer un peu moins de 10 minutes. Elle est très violente. Eva, on se calme. Je vais pas te lâcher, Eva. Un quotidien devenu trop lourd à porter pour la famille Marguerite. Il y a 3 ans, ils avaient enfin trouvé une place pour Eva. Un soulagement qui s'est transformé en cauchemar. Une clinique psychiatrique privée, à 2 pas de chez eux, avait accepté de prendre en charge la jeune fille. C'est dans cet ancien château qu'Eva a passé une année. Mais que s'est-il passé derrière ces murs? À chaque visite, voilà dans quel état André retrouve sa fille. Ce jour-là, choqué, il filme Eva avec son téléphone portable. Eva est sanglée à son lit, alors qu'elle est très calme. La jeune fille est incapable de retenir sa salive. Trois ans après, la douleur est toujours aussi présente pour la famille. Quand on arrivait, Eva était dans sa chambre, Les volets fermés, les volets fermés, en noir complet et avec... attachés, et il y avait des excréments partout sur le mur, partout sur le lit. Et ça on a vu faire. Les images qu'on voit là, c'est des images qui font mal au ventre. Ouais. L'adolescente n'a que 15 ans. Elle passe ses journées attachée à son lit, mais pas seulement. Elle est également bourrée de neuroleptiques hyper puissants. Ce sont des médicaments donnés normalement aux schizophrènes pour calmer leurs crises délirantes. Comme l'Aldol. Sur cette ordonnance prescrite à Eva, on peut lire 150 gouttes le matin, 150 le midi, 150 le soir et autant avant d'aller se coucher. Nous avons demandé l'avis d'un médecin spécialisé dans la prise en charge des enfants autistes. Éric Lemonnier est pédopsychiatre à l'hôpital de Brest. Votre première réaction, vous, en tant que pédopsychiatre? On peut considérer que cette prise en charge est maltraitante pour l'enfant. C'est totalement inadapté. Totalement. Quand je vois l'ordonnance qui est prescrite, on a une somme de traitements qui vont avoir pour effet cumulatif de provoquer un endormissement. Et on ne peut pas chercher de toute façon à ce qu'un individu dorme. Ça n'a pas de sens. Là, on a une inflation thérapeutique qui est folle. C'est une façon de faire qui date, quoi. Il y a 20, 30 ans, on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas la compréhension du trouble qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'était des pratiques qui étaient assez courantes à l'époque. Mais heureusement, aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Et derrière ça, c'est le reflet de l'ignorance. Hein. En médecine, quand on est ignorant, on devient incompétent. André interpelle alors le psychiatre qui a prescrit des doses de médicaments à Eva. J'ai dit, attendez docteur, vous êtes en train de donner un médicament, je ne vois pas du tout l'effet que ça fait. On m'a dit oui, mais c'est très compliqué. Et en plus, il me disait, votre fille est très costaud. Mais moi, je suis plus costaud avec mes médicaments, donc je vais en venir à bout. Voilà ce qui m'a sorti exactement. Et de toute manière, si on n'était pas d'accord avec les médicaments, on nous disait clairement que si vous n'êtes pas d'accord, il faut reprendre Eva. Face à ce chantage, les parents d'Eva ne savent pas comment réagir. Ils sont confrontés à un choix impossible, voir souffrir leur fille en institution ou sacrifier leur vie de famille. Ils mettront plusieurs mois à se décider, pour finalement retirer Eva de la clinique.
Quel était votre sentiment à ce moment-là? Comment vous vous sentiez? Parce que j'imagine que c'était... Coupable. On était coupable parce que laisser un enfant dans un endroit comme ça, pour moi, je pense que on était réellement coupable. Mais ceci dit, à la maison, c'était pas non plus facile parce que moi, j'ai un métier qui m'amène partout en France tous les jours. Et mon épouse, tout seul, n'arrivait pas à faire face. Et c'était la seule solution qu'on avait en attendant d'espérer de trouver un centre qui aurait bien voulu accepter. Nous avons cherché à entrer en contact avec la direction de la clinique. Personne n'a souhaité commenter le dossier médical d'Eva. Nous montons alors un stratagème pour obtenir un entretien avec le psychiatre qui a suivi la jeune fille. Je me fais passer pour un commercial et obtiens un rendez-vous. Une fois l'homme en confiance, je me dévoile. Mais en fait, je suis pas commercial, je voulais vous montrer un truc. Ouais. Je voulais dire ce que vous en pensez. Et j'attends le bon moment pour lui montrer les vidéos que le père d'Eva a tournées avec son téléphone portable. Le médecin défend ses choix thérapeutiques. D'accord. Ça vous parle? Bah oui. Non, en fait, parce que j'ai cherché à vous joindre plusieurs fois. Ouais. Voilà, mais je voulais absolument vous rencontrer. Ah, d'accord. Et bah oui, mais il faut bien que moi, c'est mon boulot d'essayer de comprendre les choses. Ouais, ça vous inspire quoi? Bah, rien, parce que nous, on a des traitements, si vous voulez, sédatifs. Pour les calmer? Bah, comme dans tous les hôpitaux psychiatriques. Hein. C'est un hôpital psychiatrique. Ouais. Ça se fait partout. Mais donc en gros, l'idée, c'est quoi? C'est la camisole chimique pour la... Vraiment, oui. Mais on fait ça pour tous les patients qui nous sont confiés dans les hôpitaux. À l'intérieur même de la clinique, le traitement administré à la jeune fille choquait certains. C'est ce que nous confirme un membre de l'équipe soignante. Il témoigne à visage caché, par peur des représailles. Est-ce que vous avez été choqué par le traitement qu'Eva a subi? À peu près dans la minute où je l'ai vue, oui. Et puis jusqu'à la dernière minute où je l'ai vue. C'est, tu vois, une enfant là, qui vit, qui survit. Tu te dis merde, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et assez rapidement, à mesure de ton intelligence, tu te rends compte que tu peux rien faire du tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller détruire ou essayer d'aller taper dans le système qui fait que quelqu'un comme Eva est pris en charge comme ça? Ben non. Mais alors, pourquoi des psychiatres s'obstinent-ils à hospitaliser Eva dans ces conditions? Moi, j'avais tendance à y apporter comme réponse, et j'étais pas le seul dans l'équipe à le voir comme ça, le prix de journée. Elle n'allait pas risquer de partir dans 2 mois. Parce qu'en aucun cas, elle allait se mettre à être quelqu'un de socialement viable. Elle était irrémédiablement malade. Donc, un prix de journée assuré sur une durée illimitée. Une rente? Une rente. Le prix de journée, c'est le montant que demande la clinique à la sécurité sociale pour prendre en charge la jeune fille. Plus de 400 € par jour. Le handicap d'Eva est pris en charge à 100%. André a gardé toutes les notes de remboursement. Ici, par exemple, pour 15 jours, 6 346,70. Et si on fait le calcul, on arrive à environ à une moyenne entre 10 et 12 000 € mensuels. 12 000 € par mois pour garder une petite fille confinée dans sa chambre. Une bonne opération pour la clinique. La prise en charge des enfants handicapés, c'est aussi une affaire de gros sous. Pour comprendre, nous avons pris rendez-vous avec le directeur de l'Agence régionale de santé de Bourgogne. C'est lui qui finance la prise en charge de tous les handicapés de sa région. Eva en fait partie. Pour cela, chaque année, il dépense 210 millions d'euros. Problème, il ne sait pas exactement comment est utilisé cet argent. Par exemple, on fait des contrôles ciblés sur la prévention de la maltraitance. Bon, pour les structures qui accueillent des adultes et des enfants handicapés. Bon.
Eh bien, cette année, on va en faire 2 en Côte d'Or, 2 dans la Nièvre, 3 en Saône-et-Loire. Donc, vous voyez, ça fait 7 par rapport à près de 160 établissements. Bon. Vous allez me dire, à ce rythme-là, il faudra 20 ans, enfin, un peu plus de 20 ans d'ailleurs, pour que chacun soit contrôlé. Très peu de contrôle donc, et impossible de savoir si l'argent est bien utilisé. On sait ce qu'on dépense. On sait que ce qu'on dépense n'est pas extravagant par rapport à ce qu'a été les dépenses de l'année précédente ou simplement des standards. Mais on n'est pas en mesure de garantir la qualité de la prise en charge à partir du contrôle budgétaire qu'on fait. On sait où va l'argent et on ne sait pas garantir qu'on est toujours aux meilleures pratiques. C'est donc quasiment un chèque en blanc de 210 millions d'euros que l'ARS de Bourgogne fait à ses établissements chaque année. Pour la famille d'Eva comme pour les autres familles, trop peu de solutions d'accueil pour leur enfant handicapé. Alors certaines d'entre elles, poussées à bout, envisagent le pire. Nous partons dans le sud-ouest de la France, à quelques kilomètres de Carcassonne. Nous rencontrons Régine Salva. C'est l'histoire d'une mère qui a voulu mettre fin à la vie de son fils handicapé. Par fatigue, désespoir, par amour. C'était il y a 14 ans. Rémi est atteint d'une maladie dégénérative. Très tôt, ses parents vont s'apercevoir que leur fils a un retard mental et moteur, ponctué de crises de violence. Avec les années, le handicap progresse. Les médecins ne décèlent sa maladie qu'à l'âge de 15 ans. C'est l'impuissance d'une mère à faire reconnaître le handicap de son enfant, sa solitude quand aucune institution ne veut le prendre en charge. C'était un soir de 14 juillet. Régine monte dans la chambre de Rémi. Il dort. Elle tente de l'étouffer avec un sac plastique. Je suis allée vers la chambre de Rémi pour... C'est difficile, hein, j'ai du mal à en parler. J'ai pu me souvenir de ces 3 minutes où j'ai basculé. Je me souviens surtout très fort que j'ai interrompu mon geste. J'étais venue au chevet de Rémi, de son lit. Et tout d'un coup de me réveiller, enfin, et de prendre très fort Rémi dans les bras, comme si j'avais sauvé mon enfant de cette autre femme. Enfin, c'est difficile à exprimer. Comment expliquer qu'un jour, une maman ou un parent puisse songer à supprimer son enfant? C'est très très dur à expliquer. Et il y a une accumulation de on va dire, l'épuisement moral et physique qui doit jouer beaucoup. Et ce sentiment de me dire mon enfant va vivre des cauchemars, mon enfant a souffert comme un damné déjà, et là encore ça risque de se reproduire, et puis, enfin je ne sais pas, je dois le libérer, enfin, je ne veux pas qu'il vive ça. Car au-delà de son handicap, la vie de Rémi est une vie de souffrance. Il avait été interné en psychiatrie quelques mois et il avait vécu, oui, des formes de maltraitance. Il avait été coupé de nous, il avait été shooté au neuroleptique, il avait été attaché sur son lit, il nous a raconté qu'il s'était uriné dessus. Enfin, il avait vécu des choses épouvantables. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, j'ai pas projeté dans quelques années quand il serait grabataire, prisonnier de son corps détruit. Je crois que j'ai véritablement paniqué à l'idée qu'on enferme à nouveau notre enfant. Parce qu'à ce moment-là, les parents n'ont rien à dire. En France, enfin, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais Rémi a été interné et a vécu des choses cauchemardesques, dont même des sévices sexuels d'un autre jeune homme interné. Le lendemain de son geste, Régine consulte avec Rémi leur médecin de famille. Elle lui raconte ce qu'il s'est passé. Le médecin la dénonce alors auprès des services du procureur. Régine sera poursuivie pour tentative d'homicide volontaire. L'enquête va durer 2 ans.
Régine sera relaxée. Rémi, quant à lui, n'en voudra jamais à sa mère. Le matin qui a suivi cette nuit difficile, quand je suis arrivée auprès de lui, il m'a juste dit « Mais maman, il faut dormir la nuit. » C'était l'humour de Rémi, avec un beau sourire. Et il m'a embrassée. Donc il y avait chez Rémi aucune rancœur ou animosité, donc c'était quand même primordial. Il a compris, et bien plus tard, quand la maladie avait très lourdement évolué, il m'a dit abruptement « Tu sais maman, je ne t'en ai jamais voulu d'avoir songé à me supprimer. Pour lui, c'était l'aider à partir. Je t'en ai plutôt voulu de ne pas avoir été au bout de ton geste. » Ça, c'était un choc de l'entendre. Mais ça, il l'a pensé, je pense, plus tard. L'histoire de Régine n'est pas un cas isolé. Chaque année, des parents à bout de force tentent d'abréger le calvaire de leurs enfants handicapés. Si Régine a pu s'arrêter à temps, d'autres vont au bout de leurs gestes. En 2005, une mère tue sa fille handicapée. En 2011, c'est un agriculteur qui abrège les souffrances de son fils avant de se suicider. En 2013, un père usé tue son fils autiste. Je pense que beaucoup de parents qui ont des enfants malades ou avec des lourds handicaps, qui ont une véritable angoisse et terreur de ce qu'ils vont devenir sans eux, songent à supprimer leur enfant et s'interrompent. Après, on me l'a dit, des équipes médicales me l'ont dit que je n'étais pas la seule, pour m'aider à franchir l'étape de me pardonner. Nos parents, on n'est pas les plus à plaindre. C'est lui qui a vécu tout ça. Voilà. En juillet 2008, Rémi se suicide en avalant des médicaments. Aujourd'hui, Régine tente de se reconstruire. Nous retournons en Bourgogne, revoir les parents d'Eva. La jeune fille autiste n'a toujours pas de place en institution. Ce matin, André et Muriel tiennent pourtant à nous montrer que la solution à leurs problèmes se trouve seulement à quelques kilomètres de chez eux. Là, on est à 5 minutes de la maison. Et là, on va passer devant un IME qui est à 5 minutes. Et pourtant, on a proposé une prise en charge d'Eva, ne serait-ce qu'une après-midi par semaine, qui nous ferait du bien. Et ils n'ont pas de place. Ça nous permettrait de retrouver un petit peu un semblant de vie de famille avec les autres enfants. Mais bon, ils n'ont pas la place, donc ils n'ont pas la place. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Mais alors, pourquoi un établissement spécialisé si proche ne peut-il pas accueillir la jeune autiste? Nous y sommes retournés sans les parents d'Eva. Nous sommes reçus par le directeur de la structure. Pourquoi aujourd'hui une petite fille ne peut-elle pas être prise en charge dans un établissement comme le vôtre, qui se trouve si proche? Tout simplement, pour planter un peu le décor, il faut savoir que dans type de population, il y a toujours, avec mes excuses, mais je n'ai pas d'autre terme, ce qu'on appelle des incasables. On est toujours dans une frange de population où on n'arrive pas à trouver forcément le bon établissement. Ce qui est le cas de Marguerite. Ça pose un petit souci de la collectivité, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre en collectivité aussi. Et du coup, malheureusement, la collectivité prime sur l'individu. On ne peut pas casser un collectif rien que pour la cause d'un individu. Le handicap d'Eva, jugé trop lourd, serait donc impossible à prendre en charge dans cet établissement pourtant spécialisé. Et quand bien même il pourrait l'accueillir, il faudrait attendre. Attendre. Ça, c'est les listes d'attente. Voilà. Au mois d'avril 2013, nous sommes à 102 personnes sur la liste d'attente. Je viens vous voir pour placer un enfant handicapé chez vous. Combien de temps je vais attendre? 20 ans. Vous devez attendre 20 ans, pourquoi? Parce que j'ai un agrément de 30 enfants. Je ne vais pas sortir un enfant pour prendre le vôtre. Il me faut soit l'autorisation, soit augmenter l'agrément, soit qu'un enfant décède ou change de département. Sinon, je n'ai pas de place de libre. Donc la liste d'attente, c'est 20 ans?
Je caricature en disant ça, mais c'est la réalité. Impossible donc pour André et Muriel de pouvoir espérer mettre un jour Eva dans ce centre. Mais tout n'est peut-être pas perdu. Une autre institution accepterait de prendre Eva à l'essai. Problème, elle se trouve à Montluçon, à plus de 180 km de chez eux. Ce matin, ils ont rendez-vous à la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées, une agence d'État. Ce sont eux qui valident les orientations des personnes handicapées en institution. Ce sont eux également qui accordent les financements pour la prise en charge. André et Muriel se rendent donc à cet entretien plein d'espoir. Ils veulent croire qu'une place sera disponible à Montluçon, mais on va leur faire une proposition étonnante. Si ça ne marche pas, ça reste possible. Pas. On a un établissement qui ouvre, mais c'est en Belgique, qui va ouvrir, il sera opérationnel en 2014-2015. Moi je pense 2014-2015. Ben moi, je vais croiser les doigts fort pour que ça marche, parce que Belgique, ça fait un peu loin quand même. Je vais être franc avec vous. Si l'intégration d'Eva venait à mal se passer à Montluçon, ils nous proposent la Belgique. Et moi, je ne suis pas trop. Ils nous ont vanté la qualité d'un établissement qui est en train d'ouvrir. Qui s'ouvrira en 2014-2015. Moi, je ne suis pas trop pour... l'éloignement nous fait peur. En fait. Voilà, l'éloignement nous fait peur. On n'est pas trop pour mettre la fille en Belgique. Et comment il justifie le fait de vous proposer la Belgique et pas un établissement en France? Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de structure en France, justement. Oui, parce qu'on n'a pas de possibilité, et eux non plus, de faire autrement. André et Muriel n'ont aucune intention d'envoyer Eva en Belgique. S'il manque des places dans les institutions en France, là-bas, les handicapés français sont les bienvenus. C'est ce qu'André et Muriel vont nous aider à démontrer. Oui, je suis Monsieur Marguerite, je me présente. Au bout du fil, la directrice d'une institution belge. L'accueil est tout de suite chaleureux. Alors, écoutez monsieur, de la place, oui, je vais en avoir ici dans un mois ou deux. Dans un mois ou deux, vous allez avoir de la place. Oui, je vais avoir de la place. Oui. À ce niveau-là, donc, je crois que vous pouvez être rassurés. Oui, c'est déjà une... Obtenir une place dans un centre en Belgique, ça paraît simple comme un coup de fil. Alors qu'en France, il faut attendre 20 ans. En Belgique, c'est quelques mois seulement. La Belgique serait-elle alors une terre d'accueil pour les handicapés français? Un modèle de solidarité ou un véritable business? Direction la Wallonie. Nous sommes à Stambridge, à 80 km de Bruxelles. Isabelle Resplandino est la responsable d'une association qui gère les problèmes des familles françaises qui placent leurs enfants handicapés en Belgique. Elle s'est intéressée au phénomène car elle est la maman d'un enfant autiste. Allez, tu vas être une star, mon petit. Wolfgang a 9 ans. Ces derniers temps, le petit garçon a beaucoup progressé, car Isabelle a réussi à lui trouver une place dans une école. Mais ce n'est pas le cas pour toutes les familles. Aujourd'hui, elle va nous servir de guide. Ces centres, comme celui-là, ou encore celui-ci, elle les appelle des usines à français. Car les handicapés français sont ici une source de revenus, et ils peuvent rapporter gros. Dans la rue, on les reconnaît à leur t-shirt rouge. C'est un des plus grands établissements de Belgique qui accueille le plus de Français. Dans ce château, plus de 500 enfants sont pris en charge. À quelques kilomètres de là, un autre centre, plus petit, dans cette maison grise. Dans la région, il en pousse comme des champignons, et de toutes les tailles. Ça, c'est fréquent que les personnes qui ont une belle maison de maître, assez vaste, eh bien, ils se disent pourquoi pas on n'ouvrirait pas un centre pour recueillir les personnes handicapées françaises. Donc, ce sont des plus petites structures. En Wallonie, à quelques kilomètres de la frontière française, il y a près de 100 établissements qui accueillent 6000 handicapés français. Il faut quelques mois en Belgique pour monter une structure, il faut plusieurs années en France. Ici, les normes sont beaucoup moins exigeantes. En Belgique, n'importe qui peut se lancer dans ce business. Un business qui peut être très rentable. Ça attire des dérives commerciales.
puisque bon, il y a des entreprises carrément marchandes, donc qui sont là pour faire du bénéfice avec ces personnes-là, donc ils vont rogner sur tout, sur les repas, sur les services rendus, sur les sorties, sur l'accompagnement pédagogique, sur les activités, et pendant que le directeur va se verser un salaire mirifique. Ce sont les maisons départementales des personnes handicapées qui décident d'orienter les enfants en Belgique. Le coût de la prise en charge est assuré par la Sécurité sociale française. Chaque année, c'est plus de 60 millions d'euros payés par la France à la Belgique. Pour un enfant handicapé belge, la prise en charge est de 80 € par jour. Alors que pour un enfant français, elle peut varier de 120 à 300 €. Cette manne financière est propice aux dérives. Ce centre, par exemple, accueille aujourd'hui une quinzaine de handicapés français. Nous avons pu consulter un rapport confidentiel de la WIP, l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Cette institution y est pointée du doigt. Suspicion d'abus de biens sociaux, problème de rémunération des administrateurs, suspicion de normes de salubrité des bâtiments non rencontrés. En d'autres termes, la WIP suspecte les administrateurs de l'institution de s'enrichir plus qu'ils ne devraient, tout en proposant des conditions d'accueil douteuses. Nous avons voulu en savoir plus. Ce centre, c'est celui dans lequel André et Muriel peuvent obtenir une place pour Eva. Ils ont accepté de nous rejoindre en Belgique pour le visiter. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour madame. Nous sommes accueillis par une responsable de l'établissement. Pour 180 € par jour et par pensionnaire, versés par la France, voilà dans quel type de locaux sont accueillis les handicapés français. Pour commencer la visite, nous sommes conduits dans la plus belle partie de l'institution, le jardin. La façade de la maison est belle et les arbres sont en fleurs. Ça, c'est pour l'apparence. Car au fond du jardin, changement de décor. Ces bâtiments en travaux sont censés servir de salle d'activité pour les pensionnaires. Depuis 2 ans, les travaux n'ont pas avancé. Donc pas d'activité pour les handicapés. Si Eva obtenait une place dans l'institut proche de chez elle, voilà de quel type d'équipement elle pourrait bénéficier. Une salle d'activité, ça ressemble à ça. Des portes sécurisées, une grande pièce lumineuse au mobilier adapté, où même les radiateurs sont placés en hauteur pour des questions de sécurité. En Belgique, à l'intérieur de la maison, ce n'est guère mieux qu'au jardin. Le grand salon le voilà. On attend que nos travaux soient finis, ils doivent être terminés depuis 2 ans. Ici, ce sera normalement un grand salon avec le billard et le snooker. Un grand salon, d'accord. Oui, faut imaginer, ça va être très beau, mais dans les institutions... Pour l'heure, le grand salon est en chantier. De plus, toutes les chambres sont occupées. Alors pour loger les nouveaux arrivants comme Eva, l'hébergement prévu est assez surprenant. Donc on va installer des préfabriqués pour tous nos autonomes, qu'on va mettre soit dans le jardin, soit devant, mais pour une très courte période, 6 mois maximum normalement. Ça fait un peu peur, mais... Ça fait un peu peur les préfabriqués, effectivement. Oui, mais pourtant c'est tout à fait normal et c'est courant dans les institutions comme les nôtres. Des préfabriqués pour loger des handicapés. Une pratique répandue en Belgique selon elle. Dans cette salle à laquelle on accède en passant par la cuisine, les travaux ont bien été terminés. Il s'agit du cabinet médical, qui se trouve dans la même pièce que la laverie, séparée par une simple armoire à linge. Et l'atelier bien-être se fait également ici. D'accord. On ferme les volets. Elles ont tout un attirail ici avec des huiles essentielles, des bougies parfumées et elles massent. D'accord. Mais vous arrêtez la machine pour le Les massage. machines s'arrêtent, oui. En France, une salle de massage et de soins, ça ressemble plutôt à cela. Matelas à eau à 30 degrés, piscine à balles, lumière tamisée et colonne à bulles. Dans ce centre belge, les repas se prennent dans cette pièce exiguë. En France, le réfectoire est spacieux et le mobilier est adapté à tout type de handicap. En Belgique, de la place il y en a, mais les infrastructures sont très loin de satisfaire aux exigences françaises.
Normal, le but ici est de faire un maximum de profit. Et pour cela, il existe des astuces. Exemple dans ce centre, pour rendre l'activité très rentable, les administrateurs ont trouvé un stratagème que dénonce une fois encore la WIP. 2 administrateurs facturent mensuellement des loyers exorbitants de l'ordre de 12 000 € par mois. En d'autres termes, comme la maison leur appartient, les 2 administrateurs facturent à l'institution qu'ils dirigent 12 000 € de loyer qui tombent donc directement dans leur poche. Une belle opération. Nous avons retrouvé l'un des 2 administrateurs. Il accepte de nous recevoir, mais ne veut pas être filmé. Sans aucun complexe, il va nous révéler les coulisses de son business. Nous le filmons, en caméra cachée. Je vais être cru, mais c'est rentable. C'est rentable. Ah oui, ça peut être extrêmement rentable. C'est pour ça qu'on parle d'usine, hein, je veux dire. Ouais. Vous avez gagné combien à ce moment-là avec votre associé? Combien on se rémunérait? Ouais. Moi j'en étais à 10 000 €. Mensuel? Ouais. C'est un milieu qui n'est pas... c'est pas sain, c'est clair. À certains moments, ce n'est pas sain. On brasse beaucoup d'argent avec... Et c'est peut-être ça tout le paradoxe, je ne veux pas me défendre, mais avec des gens qui ne sont pas... qui n'ont peut-être pas la conscience de ce qu'ils font. Il va même aller plus loin, notamment à propos de l'usage des médicaments. Hein, je veux dire, ils sont tous bourrés de médoc, enfin c'est pas moi, hein. Je ne demanderais pas mieux qu'ils en aient moi, mais ouais. Hein. Non, mais c'est rare qu'un résident comme ça n'ait pas de neuroleptique. Hein. Mais c'est pour qu'ils soient tranquilles ou Mais c'est considéré comme pathologique, donc ils ont des comportements inadéquats. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un comportement inadéquat? On médique les gens. Ouais. Ce sont des camisoles médicamenteuses. Des handicapés français hébergés dans des conditions contestables, que l'on bourre de médicaments, et des directeurs de centres qui s'enrichissent grâce aux subventions françaises. Nous sommes allés revoir le directeur de l'Agence régionale de santé de Bourgogne. C'est lui qui finance ce type de prise en charge. Nous l'interpellons sur ses pratiques. Donc moi, très franchement, je ne me réjouis pas de la situation. Je pense que ce n'est pas une bonne situation. Mais je ne peux pas vous dire non plus, je ne fais pas confiance aux autorités belges pour... De toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors c'est encore une fois le problème. Parce que nous, on a pu rencontrer dans notre enquête en Belgique, par exemple, des médecins qui nous disaient que c'était extrêmement rentable d'ouvrir ce qu'ils appellent une usine à Français en Belgique, que lui gagnait depuis qu'il avait ouvert plus de 10 000 € par mois et qu'il n'y connaissait absolument rien dans cette prise en charge. Et il disait, imaginez le prix de journée que nous donne la France, c'est ce qu'il nous disait devant... Alors c'est encore une incitation supplémentaire à progresser rapidement en France. Une fois encore, le directeur reconnaît ses limites. Résultat, des dizaines de millions d'euros français continuent à partir vers la Belgique sans aucun contrôle. Obtenir une place dans une institution pour un enfant handicapé en France, c'est quasiment mission impossible. Certains parents y arrivent pourtant. Mais est-ce pour eux un soulagement? Pas toujours. Certains le regrettent amèrement. Nous sommes à Monchy-le-Preux, une petite commune de la banlieue d'Arras, dans le nord de la France. Dans ce château, un institut médico-éducatif accueille plus de 50 enfants handicapés. Entre les murs de ce château, à l'abri des regards, les enfants étaient humiliés, frappés, insultés. Témoin de ces actes, un agent d'entretien décide de filmer. Des images violentes, des insultes, des cris, des coups. L'homme qui a réalisé ces images a accepté de nous recevoir chez lui. Pendant des années, David a été le témoin de paroles déplacées, d'humiliations ou de comportements violents envers les enfants handicapés. Petit à petit, je remarquais des petites choses. On parlait mal aux gamins, ou les coups de pied au cul, ou bouge ton cul de là, ou... Enfin, je vais pas dire de gros mots, mais c'était ferme un peu ta... Hein, ou le gamin, s'il avait envie de parler, tais-toi, on t'a pas demandé de parler, quoi. Moi, ça me choquait, quoi. Parce que j'ai quand même été à l'école, on m'a jamais parlé comme ça à l'école.
On se moquait du gamin, il a fait pipi dans sa culotte. Tous les gamins sont dans les toilettes. On met un gamin sur une cuvette, et ben la porte elle est grande ouverte, quoi. C'était quand même, il y a des gamins quand même de 10-12 ans, quoi. Tu manges pas, pouf, une baffe. Si elle mange pas, on prenait la fourchette et on lui mettait dans la bouche, quoi. C'était plus considéré comme des enfants, quoi. À plusieurs reprises, il va dénoncer ces actes de violence à sa direction. Sans être entendu, il décide alors de recueillir des preuves. Je me suis dit, je vais filmer. Donc, je dis, je vais pas filmer avec un téléphone portable, ça marchera pas. Donc je me suis acheté une petite montre espion. Et j'allais manger, je mettais ma montre, je mettais en route et je savais que ça allait se passer, ça se passait tout le temps. Ça m'a coûté une petite centaine d'euros, mais ça valait la peine, quoi, pour les gamins. Et à chaque fois qu'il déclenche sa montre, il filme une scène de maltraitance. Une pratique banalisée selon lui, que tous les membres de l'établissement cautionnaient. Tout le monde était au courant, tout le monde voyait. Tous les éducateurs voyaient. David décide alors de porter ces vidéos à la gendarmerie. Une enquête est ouverte. Dès le lendemain, la directrice du centre et 3 éducateurs sont immédiatement mis à pied. Nous montrons les images tournées par David au docteur Lemonnier. On a des gens qui se sont laissés aller à donner des coups, ce qui est totalement inadapté et interdit. Comment les enfants handicapés perçoivent-ils cette violence-là? Ils la perçoivent comme tous les enfants de la Terre. Et ils la perçoivent d'autant plus qu'ils ont des difficultés dans leur processus de pensée à construire les nuances. C'est-à-dire qu'elles sont prises d'une façon abrupte. Et donc elles sont d'autant plus effroyables qu'elles sont prises d'une façon abrupte. Alors après, les conséquences psychologiques de prendre des coups, ben, évidemment, ils apprennent ça. Et donc soit ils le reproduisent, soit ils s'arrangent pour en prendre, soit... Enfin, comme tous les enfants de la Terre, là encore, on a les mêmes conséquences psychologiques. Situation incroyable, tous les enfants maltraités sont restés à l'IME de Monchy-le-Preux, faute de place dans d'autres institutions. Nous avons retrouvé l'un de ses pensionnaires. Kevin a 13 ans, il est trisomique. Le week-end, Kevin est en famille avec sa mère, son beau-père et sa sœur jumelle. Il a intégré l'Institut de Monchy-le-Preux il y a 4 ans. Lui aussi a été victime de maltraitance. Sur ces images, une éducatrice lui hurle dessus, puis lui tire violemment l'oreille. Kevin n'a jamais pu raconter explicitement les violences qu'il a subies à l'Institut. Avant cela, c'était un enfant calme, facile à élever. Mais à partir de ce moment-là, son comportement a changé. Kevin. Non, faut faire un 2, C'était un enfant très calme. On pouvait faire tout ce qu'on voulait avec Kevin. Et après, ça s'est dégradé. Il claquait les portes, il se levait le matin, il criait, il faisait mal à sa sœur. Moi, il me donnait des coups de pied, il me donnait des coups de poing. C'est vrai que quand il y a eu ça, il donnait des coups de sac, il faisait mal à tout le monde parce que pour extérioriser sa colère, quoi. Voilà. Et t'as quel âge, Kevin? 13 ans. Tu vas bientôt avoir 14 ans. Et tu vas bientôt faire de la couture. Lorsqu'il est en famille, Kevin a le sourire. Mais lorsque le matin, il doit retourner à l'IME, c'est une autre histoire. Bon appétit, mon loulou. Merci. 7h30, nous le retrouvons pour le petit déjeuner. Mange doucement. À cet instant, Kevin est encore dans son univers. Il est plongé dans ses dessins animés. Tu vas passer une bonne journée encore à l'école? Tu vas aller voir tes copains? Non, celui-là, il n'y a pas de classe. Ah bon? Il n'y a pas de classe. Si tu vas aller à l'école. Non, vas-y. Si. Si tu vas aller à l'école. Non. Si tu vas aller à l'école. Va.
T'as pas envie. Bah si, tu vas aller voir tes copains. Non. Tu vas aller jouer avec Brendan. Non. L'idée d'aller à l'école le rend nerveux, et ce n'est qu'un début. Non. Tous les matins, j'ai le droit. Hein, Kevin? Ouais. Mais ça, il le faisait pas avant? Il le faisait pas avant. Non, non, du tout. Il est hyper actif depuis ce qu'il a subi, quoi, en fait. Pour Kevin, tout est bon pour retarder le moment du départ. Il prétexte avoir mal au ventre ou il cache son cartable. Bon, il est où ton sac? S'il te plaît, cherche-moi ton sac. Papa là. Alors, tu me l'as planqué où? Papa. Bon, ben nous avons pas de sac. Nous avons pas de sac d'école aujourd'hui? Tu veux pas y aller? Non. Bon, tu me Ce matin, il faudra plus de 30 minutes à sa mère avant de réussir à le convaincre de partir, sans son sac. Commence à pleuvoir? À 8 h, un bus vient le chercher. Il pleut pas. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, mon petit cœur. Aujourd'hui, les actes de maltraitance ont cessé à l'IME de Monchy-le-Preux. Mais Kevin en conserve des stigmates, une souffrance qu'il exprime encore violemment en déchirant ses vêtements. Donc voilà, là nous sommes dans la chambre de Kevin. Bon, j'ai gardé pour montrer au directeur de l'IME de Monchy-le-Preux que Kevin continue à craquer ses affaires. Donc son pyjama, il a 8 jours. Et regardez l'état de son pyjama. Ouais. On peut faire une jupe, quoi. Alors Kevin, quand je lui dis qu'est-ce que t'as fait à ton pyjama, rien, c'est pas moi. Regardez, la vengeance. Ça, il continue à faire ça? Il continue, oui. Il continue. Et ça raconte quoi? Pourquoi il fait ça, selon vous? Le stress de l'école. Son mal-être, il l'exprime en craquant toutes ses affaires. Laurie est la sœur jumelle de Kevin. Elle n'est pas handicapée. Ils ont toujours été très complices. Enfants, ils étaient inséparables. Et puis Kevin a été maltraité. Et tout a changé. Laurie en garde une blessure. Après, il ne me parlait plus, il restait dans son coin. Même quand on lui parlait ou je m'approchais de lui, il se reculait de peur ou que je le frappe ou quoi. Du coup, j'ai essayé de plus me rapprocher de lui, mais c'était toujours un échec. Aujourd'hui, ça va mieux? Tu as retrouvé ton frère d'avant? Comme avant? Pas complètement, mais je le retrouve. Il souffre de plus en plus, mais il y a quand même une partie de lui qui a changé. C'est quoi, tu sais? Je sais pas trop. Ça a changé en tout cas. Les parents de Kevin ont été entendus par la gendarmerie. 6 mois d'enquête qui ont permis de reconnaître la maltraitance sur les enfants handicapés. 3 éducateurs et la directrice de l'établissement seront bientôt poursuivis devant la justice. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Mais sur le banc des accusés, un autre homme sera aussi convoqué. David, le chauffeur qui a réalisé les vidéos. L'éducatrice qui a été filmée m'a accusé que j'avais frappé un enfant aussi. Donc, et un parent d'élève qui m'aurait soi-disant vu frapper un enfant dans un bus. Dans la période de fin décembre, début janvier 2011. Alors que l'établissement a été fermé fin décembre, début janvier 2011. Celui qui a dénoncé les actes de violence se retrouve donc poursuivi pour les mêmes faits. La situation paraît aberrante. David le vit mal. Il travaille toujours à l'IME de Monchy-le-Preux. Depuis qu'il a osé rompre la loi du silence, ses collègues ne lui adressent plus la parole. Tout le service éducatif m'en veut. Pourquoi? J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai même eu une menace de... Je sais que c'est toi qui as pris des films. Tu as jeté un pavé dans la mare, tu vas en subir les conséquences. Moi, j'ai une maison à payer. J'ai lancé un pavé dans la mare, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que tout le monde était au courant, que c'était la mare et... Et qu'il fallait pas dénoncer le truc. Voilà, faut que je paye le prix fort, on ne quitte pas le navire. Et comment ça se passe maintenant au quotidien? On m'a mis au placard. Je suis dans un placard à balai. Isolé dans sa vie professionnelle, David déprime et cela rejaillit sur sa vie familiale. Il fallait rien me dire, j'étais de mauvaise humeur, j'étais stressé, je dormais mal. Je pouvais plus parler à mes gosses, quoi. J'ai plus de conversation. Puis les gosses, c'est sacré, hein. Je vis seul. Enfin, on va se reconstruire, hein. Séparé de sa femme, David ne vit plus avec ses enfants.
Sa dénonciation lui a coûté cher. Il ne tournera véritablement la page qu'une fois que le procès aura eu lieu. Difficile de dénoncer des actes de maltraitance sur des enfants handicapés. Dans ces instituts, c'est la loi du silence. Et ceux qui osent la briser prennent de gros risques. Nous sommes dans le sud de la France, une petite bourgade de 8000 habitants. En dehors de la ville, ce château du 19e siècle. Ici, plus de 80 enfants handicapés sont accueillis en internat. À plusieurs reprises, ces dernières années, des éducateurs du centre ont tenté de dénoncer ce qu'ils considèrent comme de la maltraitance envers des enfants du château. En 1999, Bernadette est la première à saisir la DAS. Aujourd'hui, elle est à la retraite. Son souvenir est intact. Nous avions un groupe de 9 enfants. À côté de nous, dans les bâtiments, il y avait un autre groupe d'au moins aussi 9 enfants. Entre les deux, il y avait un WC pour tout le monde. Et donc, il y avait des seaux hygiéniques sur lesquels on pouvait installer les enfants. Ça, déjà, c'était surprenant. Ça, ben voilà, des grands garçons comme ça, on les met sur des seaux hygiéniques en disant que c'est pour leur éducation, je ne sais pas trop quoi. Pensez-vous qu'ils ne tiendraient pas sur des toilettes normales? Voilà, une toute petite bonne femme, voilà, installée devant les box dans lesquels il y a des grands garçons. Une petite bonne femme toute nue comme... Dans le groupe qui était à côté du mien, la responsable n'hésitait pas à envoyer une enfant du groupe, un peu plus débrouillarde que les autres, pour vider les seaux dans le seul WC qui existait. Le dortoir dans lequel dormaient les enfants de mon groupe était immonde. Immonde. Vous avez des lits en fer, à barreaux, surélevés, dans lesquels on met indifféremment des petits ou des grands. Alors le lit fait 1m20, si l'enfant fait 1m50, eh ben, il a le même lit, 1m20. Il dort un petit peu recroquevillé, etc. Parce que de toute manière, il faut faire avec l'espace qui leur est imparti. Alors ça, c'est un petit réduit qui a exactement la largeur des 2 matelas que vous voyez là, qui a exactement la longueur des matelas en question et dans lequel on enfermait le soir deux jeunes qui dormaient donc sur ces matelas, même le sol, enfermés. Et vous demandez pourquoi on était stupéfaites. L'éducatrice adresse un long courrier à la DAS. 6 pages, dans lesquelles elle énumère tous les dysfonctionnements du centre. 35 points au total. Absence de toilettes, dortoirs vétustes, manque de personnel et mauvais traitement. La DAS fait une enquête, les services de police aussi. Au bout de 2 mois, les rapports d'enquête concluent. Chaque fait dénoncé est expliqué par une nécessité thérapeutique. En conséquence, les faits constatés ne peuvent en l'état être qualifiés pénalement. L'affaire en reste là, mais pas pour tout le monde. Nous avons été licenciés dans un premier temps pour faute lourde, sans indemnité, sans préavis, pour avoir transmis aux autorités un feuillet de 5 pages qui, selon eux, était mensonger, relatait des faits mensongers. Donc nous avons été licenciés. Et puis, il y a eu plainte contre nous. Qui vous a attaqué? Les responsables de la maison, monsieur et madame. Celles qui ont parlé sont poursuivies en diffamation. Les 2 éducatrices seront condamnées à verser près de 5 000 € de dommages et intérêts à l'IME. Vous vous retrouvez avec une condamnation comme ça, bah vous risquez pas de retrouver du travail le lendemain, hein, c'est clair. Hein. On savait l'une et l'autre qu'on prenait des risques, mais on voulait que ces enfants soient traités d'une manière digne. Et là, on a échoué. C'est tout. J'espère que d'autres réussiront. Le 30 mai dernier, 14 ans après la première affaire,
une nouvelle dénonciation vise l'IME. Cette fois, c'est le département santé de la CGT qui monte au créneau. Le syndicat représente des éducateurs. Ils souhaitent garder l'anonymat pour révéler ce qu'ils considèrent comme des dysfonctionnements de l'IME, les mêmes qu'en 1999. Des résidents dorment dans des lits trop petits. Au moment de la toilette, il est impossible de respecter l'intimité. Les WC sont inexistants ou insuffisants. Alors nous avons voulu vérifier si toutes ces accusations étaient fondées. Au téléphone, un responsable de l'institution. Quand on a le type de courrier qu'on a reçu il y a une quinzaine de jours, je veux dire, c'est d'une médiocrité déconcertante. On a inventé tout un tas de dysfonctionnements, alors on n'a jamais prétendu être parfait. Est-ce qu'on peut visiter avec vous l'institution? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce qu'on peut faire quelque chose justement pour montrer comment vous travaillez? Oui, tout à fait, oui. Moi, ça m'intéresse. Oui. Ce serait possible, ça? Oui. Le rendez-vous est pris le lendemain matin pour visiter le château. Sur place, nous sommes accueillis par le comité de direction. Mais plus question de filmer quoi que ce soit. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous avons rendez-vous avec monsieur... La seule chose que l'on nous concède, c'est une petite visite d'une partie du château sans caméra, que nous tournerons tout de même avec une caméra cachée. Les salles d'activité d'abord, dans lesquelles nous ne croisons aucun enfant handicapé. Donc ça, c'était une ancienne salle de cinéma. À l'étage, un dortoir manifestement refait à neuf, où nous n'apercevons que quelques pensionnaires. Le château en héberge pourtant 85. Il est 10h du matin. Cela fait 1 heure que nous parcourons les salles de l'établissement. Et l'on se demande bien où se trouvent les enfants. Les salles vides, oui. c'est pas très intéressant. Mais ouais, Elles ont le mérite d'exister, mais enfin si. Voilà. Non mais c'est pour ça qu'en plus, le matin, c'est pas le meilleur moment. Parce qu'ils font quoi les enfants? Ils sont où le matin? Ben, le matin, ils se lèvent, ils font comme vous, ils prennent leur petit déjeuner, ils se douchent, ils s'habillent. Et comme c'est des groupes de 6 à 8, ça prend un petit peu de temps. Les enfants les plus atteints par le handicap se trouveraient dans une autre partie du château. Mais curieusement, la visite s'arrête là. Vous voulez pas qu'on aille voir les polyhandicapés? Non, non, non. Vous voulez voir les polyhandicapés? Ouais. Pas maintenant. Non, pas maintenant, non. Pourquoi nous empêche-t-on de visiter cette aile du château? Pour le savoir, nous avons cherché à entrer en contact avec des éducateurs. Mais au château, les membres du personnel ont tous en mémoire l'expérience douloureuse de 99, de celles qui ont porté plainte. Un membre de l'équipe soignante a tout de même accepté de nous aider, un seul, de nous raconter et de porter une caméra cachée pendant son service, dans l'aile interdite à notre caméra. Cette personne met en danger son poste, c'est donc une autre voix que vous entendrez. Il est 9h du matin. L'entrée se fait par cette petite porte. On découvre une première salle à manger. Derrière, une salle commune. À peine passé la porte, on découvre un jeune handicapé à moitié dénudé assis sur un seau. Les mêmes seaux que sur les photos de 1999. Si les enfants sont sur des seaux, c'est qu'à l'étage, il n'y a que 2 toilettes. Les voilà, sans porte et sans séparation. Aucun respect de la pudeur des enfants pendant la toilette du matin. Dans cette salle, ils sont une dizaine d'enfants, garçons et filles, tout âge confondu. Un adolescent est douché devant les autres. À ses pieds, un autre est sur un seau. Derrière, un 3e en pyjama et dans son fauteuil roulant. Là, c'est une jeune fille qui s'approche d'un évier en se déshabillant. Seule.
on est très très loin de la dignité humaine, même s'ils sont polyhandicapés. Ce n'est pas parce qu'ils sont polyhandicapés qu'ils n'ont pas le droit à la dignité, je suis désolé. Tous les jours, les éducateurs sont confrontés, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que les locaux ne sont pas faits pour, à finalement doucher des enfants, à les faire aller sur les seaux, sans aucun respect pour leur pudeur, pour leur intimité. C'est pas des animaux, quoi. Je suis désolé, mais c'est des enfants. Des enfants que l'on douche dans des éviers devant tout le monde. Cela est parfaitement interdit. On a reçu un guide de bientraitance et de maltraitance. Moi, si je reprends mon guide aujourd'hui, mais il y a plein de choses sur la maltraitance. Le mot est fort, mais moi, je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas du tout. La charte, la voilà. Elle est éditée par l'IME. Règle numéro 3 de la maltraitance, ne pas respecter l'intimité. Il est considéré comme inadmissible de faire plusieurs toilettes dans le même lieu. Et ce n'est pas tout. Dans cette même pièce, on fait dormir des enfants. Ils sont dans des lits à barreaux trop petits. Souvenez-vous, les mêmes qu'en 1999. La visite de l'aile se poursuit. Notre infiltré descend à la cave. Là, une autre chambre à coucher avec des lits superposés. Comment des enfants handicapés peuvent-ils se coucher en hauteur? En face, des cages de verre de 3 mètres carrés, fermées à clé, sans poignée. Il est 10 h du matin, des enfants y sont encore enfermés. Pourquoi les mettons dans les box? On les met dans des box, mis à part un résident qui y est parce qu'il est violent et qui relève plus d'une prise en charge psychiatrique. Les autres sont mis dans les box parce qu'il n'y a pas de place ailleurs, mais pas parce qu'ils sont dangereux. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés? Oui. Par manque de place? Oui. Et comment vous le viviez, vous, de voir des enfants comme ça, enfermés? C'est violent. C'est violent parce que les box sont des cages de verre et clairement, quand ils sont enfermés, je suis désolé du terme, on se croirait aux zoos. Il y a des enfants, même s'ils ont une déficience mentale, ils sont quand même en capacité de vouloir sortir. Et vous les voyez vouloir ouvrir, gratter à la porte, vouloir sortir, et ils ne peuvent pas. Notre infiltré repasse au château le soir même à 19 h. Il sait qu'à cette heure-ci, il ne croisera aucun membre du personnel. Dans les chambres, beaucoup d'enfants sont attachés avec un corset bleu, fait maison. La plupart des enfants sont encore éveillés. Aucun adulte pour les surveiller. Comment est-ce possible? Nous avons demandé une explication à notre infiltré. Les enfants sont attachés à partir de 18 h, heure du coucher, jusqu'au lendemain, 8 h, heure du lever. Ils mangent à 17 h, donc en une demi-heure, 3/4 d'heure, ils ont mangé. À partir de 18 h, on commence à les coucher jusqu'à 19 h. À 19 h, l'équipe éducative s'en va et de 19 h à 20 h, les enfants, pour beaucoup, sont attachés, sans surveillance. Ce qui fait que si jamais il y a un risque d'incendie réel, ça peut arriver, il n'y a personne. Et des enfants attachés, endormis ou pas, il y en a dans chaque recoin. Dans une salle de bain, mais aussi dans un local à provisions. Ici,
sont stockées des boîtes de conserve. Bien sûr, l'enfant est attaché et la porte fermée à clé. Je crois que là, c'est atteindre la dignité humaine. Et que ceci n'est acceptable nulle part, jamais. Comment peut-on essayer d'imaginer, restituer à ces gens une position de dignité et d'autonomie si on les maintient dans ce contexte de vie-là? À plusieurs reprises, nous avons sollicité la direction de l'IME pour répondre à nos questions. Nous aurions aimé savoir pourquoi des enfants handicapés sont accueillis dans de telles conditions. Est-ce par manque de moyens financiers? Car si une partie du château a été rénovée, l'aile où sont pris en charge les polyhandicapés ne l'a pas été depuis près de 20 ans. Malgré cela, les images tournées par notre infiltré nous réservent une dernière surprise. Dans le garage du château, 2 Ferrari et une Bentley prennent la poussière. Elles appartiennent à la famille des propriétaires de l'IME. 6 mois après notre tournage, l'ARS rend un rapport alarmant qui confirme les accusations des éducateurs. Aujourd'hui, certains d'entre eux portent plainte à nouveau contre l'IME. Ils espèrent cette fois avoir gain de cause. Arras, 7h du matin. Nous sommes au début du mois de février. C'est le premier jour d'audience pour la directrice et les éducateurs accusés d'avoir maltraité les enfants handicapés de l'IME de Monchy-le-Preux. David, l'agent d'entretien qui a osé dénoncer, est lui aussi convoqué. C'est lui qui avait filmé les humiliations, les coups, les insultes sur les enfants handicapés. Avant de rejoindre le tribunal, il s'arrête boire un café. Il est stressé. La presse régionale annonce le début du procès. L'affaire a défrayé la chronique dans la région. Je sais qu'il y a l'affaire IME dedans. Soupçon de maltraitance sur les handicapés à Monchy-le-Preux. Ils disent que j'ai juste apporté de l'eau au moulin. Parce qu'il y avait déjà eu des doutes avant, quoi. Les débats s'annoncent animés et passionnés. Eh ben, ça va être patient. Vous vous sentez comment ce matin? Avant le procès? Fatigué. Qu'est-ce que vous attendez en gros de ce procès? La relax. La relax. Devant les grilles du tribunal, David retrouve Coralie et Michel, les parents de Kevin. Coralie est bouleversée à la perspective d'être confrontée aux éducateurs accusés d'avoir frappé son petit garçon. Elle est réconfortée par une autre maman. Je sais que c'est pas facile, hein. Alors du courage, hein. Faut tenir pour votre fils. Y a pas le choix. Je sais que ça nous a pourri la vie, ça on le sait très bien, mais bon. Avant de rejoindre la salle d'audience, David retrouve son avocate. Elle lui donne ses dernières recommandations et se veut rassurante. Si, mais par sa 4, quoi. D'accord. Bon, alors, on va se poser un petit peu là. Non, pas de précipitation dans vos réponses. Il va y avoir du bruit, il y a du monde. Donc si vraiment vous n'entendez pas ou vous ne comprenez pas ce qu'on vous a dit, ça peut arriver. Vous n'hésitez pas à faire répéter la magistrature. D'accord. D'accord. Vous avez des questions ou pas? Bah non. Ça non, va? j'en ai plus. Vous avez plus de questions? Allez, ça va bien se passer. Ouais. 2 jours et puis après c'est terminé. On aura fait la lumière. Le procès doit durer 2 jours. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Ils sont 6 à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Arras. David et 3 éducatrices pour acte de maltraitance. La directrice plus un éducateur pour non-dénonciation de ces actes. L'audience peut commencer. Nous n'avons pas été autorisés à filmer les débats. Pendant cette première journée de procès, le tribunal va visionner les vidéos que David a réalisées. Une épreuve pour les familles des enfants maltraités qui ne les avaient jamais vus. Lors d'une suspension d'audience, Coralie craque.
Voir les images sur lesquelles Kevin subit des violences est insupportable. Les vidéos, quand vous avez vu les vidéos? C'est affreux, c'est affreux. C'est trop dur. C'est marquant, c'est choquant. Et je crois que j'aurai cette vidéo toute la vie dans ma tête. Je peux pas la défaire de ma tête, cette vidéo. Je peux pas. C'est impossible. C'est inadmissible. Inadmissible. Le procureur de la République a lui-même été choqué par la violence des images, mais surtout par l'absence de remords des éducateurs. C'était le meilleur réquisitoire possible. Hein. Quand vous voyez des images comme ça, effectivement, vous attendez d'avoir les explications des personnes qui sont à l'origine pour qu'ils vous expliquent qu'est-ce qui a pu, dans leur prise en charge éducative, les conduire à de telles dérives. Bon, les éléments qu'on nous a apportés n'expliquaient rien. Lorsque vous les interpelliez sur ces images, sur ces violences, la réponse que vous receviez systématiquement, c'était « oui, je reconnais que ce sont des comportements éducatifs inadaptés » ou des reprises éducatives inadaptées. Brigitte Guidez était à l'époque la directrice de l'IME. Elle nous dit n'avoir découvert les comportements violents de ses éducateurs qu'en visionnant les vidéos. Moi, je n'ai jamais assisté à des événements similaires lors de mon arrivée dans les groupes ou au passage, parce que un directeur va et vient dans l'établissement, évidemment. Mais quant à l'audience, elle regarde les images, sa réaction va choquer les magistrats. Quand on demande à la directrice qui vient de visionner les images, pour vous, est-ce que les images que vous venez de voir sont constitutives de maltraitance? Elle répond, ce n'est pas de la bientraitance. Bon, entre la bientraitance et la maltraitance, il y a un pas qui, pour eux, manifestement, est extrêmement difficile à franchir. Brigitte Guidez a été licenciée. Elle est poursuivie pour non-dénonciation d'actes de maltraitance. David l'avait alertée à plusieurs reprises, mais elle n'a rien fait. Dans une procédure comme celle-ci, elle aurait dû immédiatement avertir la police afin de protéger les enfants. Est-ce que vous vous sentez coupable? Non, je ne dirais pas que je me sens coupable. Je n'ai pas enclenché immédiatement une démarche administrative lourde. L'audience est reprise. À l'audience, personne ne se sent véritablement coupable. Pendant les débats, les éducateurs assurent même que leurs comportements inappropriés ne se sont produits qu'une seule fois, les jours où David les a filmés. Une des éducatrices qui a frappé les enfants a accepté de nous raconter à visage masqué comment elle en est arrivée là. On se confronte à un moment à des difficultés de prise en charge, notamment avec certains jeunes. Et malgré des appels à l'aide, malheureusement, on arrive à ce genre de gestes incontrôlés et impulsifs parce qu'on en vient à un état d'épuisement professionnel. C'était devenu un mode de fonctionnement pour les éducateurs, oui. Il n'y avait que ça pour se faire comprendre ou c'était... Non, je pense que quand vous avez en face de vous un enfant qui ne communique pas, qui n'a pas du tout l'accès au langage et la compréhension, au bout d'un moment, une fois de plus, on perd ses moyens et il y a du cri, contrairement avec des enfants qui parlent et qui ont une construction et avec qui on peut échanger. Il y a le ras-le-bol professionnel aussi qui s'exprime au travers de cris. C'est une forme de soulagement, on peut dire ça comme ça. Qui n'est pas adapté, bien sûr. Le procureur a requis 10 mois de prison avec sursis pour les éducateurs et la directrice. Pour David, il demande la relaxe. Et va encore plus loin. Il le félicite pour le courage dont il a fait preuve. Pour David, c'est un premier soulagement. La fin de 2 ans. 2 ans de cauchemar. Il faut quand même toujours être très prudent et attendre quand même un délibéré. Il faut être prudent, mais c'est vrai que c'est quand même déjà de bonnes noces. Voilà, ouais. Je suis confiant. Le verdict est prévu dans 2 mois. Début avril. Aujourd'hui, David, la directrice et les éducateurs de l'IME de Monchy-le-Preux vont être fixés sur leur sort. C'est le délibéré, après plus de 2 mois d'attente.
Le verdict tombe. La directrice va écoper d'une peine de 6 mois de prison avec sursis. Les éducateurs seront condamnés à des peines de 8 à 10 mois de prison avec sursis. David, lui, est définitivement relaxé. Ça va mieux. David est soulagé. À la sortie, les parents des enfants handicapés lui manifestent leur reconnaissance. Merci. Ça y est, relaxé. Je suis bien contente pour toi. Félicitations. Ouais, c'était normal. Merci de ce que tu nous as fait. Hein. On t'en remerciera jamais assez, David. C'est beau ce que tu as fait. C'est un geste vraiment qu'on peut apprécier. Franchement. Plus de 2 ans de combat pour faire enfin reconnaître la maltraitance. Un combat qu'il ne regrette pas d'avoir mené. Grâce à lui, à l'IME de Monchy-le-Preux, aujourd'hui, le calme serait enfin revenu. Vous êtes ému, hein, monsieur Bah Lebel, ouais, je sais quand pas quoi même, dire, hein. je sais pas quoi dire. Mais je m'y attendais, mais toujours, comme je dis à tout le monde, avec la peur au ventre. Et c'est vrai qu'à l'IME, ça a changé. Même le comportement, je suis pas éducateur, hein, attention, mais je vois le comportement des enfants qui sont plus souriants, ça crie moins, on n'entend plus crier. Maître, je ne fais pas appel. Allez, bah oui. La mère de Kevin ne veut pas s'arrêter là. Elle a fait appel de la décision de justice. Elle réclame des peines plus lourdes pour les éducateurs qui ont frappé son fils. Les dossiers de maltraitance en institution arrivent rarement devant les tribunaux. En France, des milliers d'enfants handicapés sont chaque année victimes de violences. Dans le plus grand silence.